Dans deux cockpits séparés et dans les années 35. Bien, vous pouviez partir en week-end avec votre copine qui à l'époque commençait à singer et équipée d'un moteur Rotec. Dans le ciel donc, ces deux Morane 317 lancés dans une évocation de ce qu'on pouvait appeler à l'époque l'acrobatie, appelait ça l'acrobatie aérienne. On n'employait pas le présentement du Morane 317 militaire de l'époque et le deuxième. Et dans la vie de tous les jours, il est assez typique et représentatif des gens qui sévissent sur ce plateau, qui sont passionnés de l'histoire de l'aviation, qui sont des archéologues du ciel, qui refont des avions à partir d'épaves, qui les font plus beaux que neufs. Attention, capitaine Ferrer. Donc, ils refont des avions, ils les refont voler, ils les pilotent. Et Monsieur Chinetti, la godasse, a donc un des plus beaux Morane 317 volant dans le monde, celui qui est très générique. L'autre nom, c'est Jacqueline, pilote. Jacqueline, c'est un des diverses commémorations qui vont ponctuer cette année. Ben, dans ces diverses commémorations, on rappelle toujours la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a véritablement vu naître l'aviation en tant qu'activité pour abattre d'autres avions. Et ainsi est né le concept de la chasse aérienne avec la mise au point d'un certain nombre de matériels particuliers comme les mitrailleuses capables de tirer à travers l'hélice. Et la chasse aérienne a évolué tout au long de la Première Guerre. Un concept pilote de chasse, le concept de l'as de la chasse, parce que certains ont montré en vol des qualités extraordinaires sur le plan à la fois et également sur leur capacité à tirer juste. Et chez nous, les Français, les alliés, étaient considérés le Baron Rouge à la chasse derrière un Britannique. Le Baron Rouge qui finira par être abattu par un pilote britannique d'ailleurs. Le combat aérien dans ces années. Voilà donc dans nos évocations de ce qui se passait pas très loin d'ici à l'Est. Voilà donc la Première Guerre mondiale revisitée. Le ciel du côté de Berlin, on a trouvé la Suisse, et bien la patrouille de là, elle a trouvé sa place dans les grands meetings, comme aujourd'hui à la Ferté-Alais. Là, je dirais dans l'oreille à droite, pour nous revenir. Vous voyez, cette patrouille est composée de 3 avions Variez et Longuez, de leader et Longuez, et rouge et blanche. Le train fixe reste bien sûr sorti, mais surtout le train avant est rentré pour gagner un petit peu de vitesse. Une première boucle en formation chevron de la patrouille Réval. Et il est quasiment comme neuf. C'est ce qu'on appelle une épave suisse. Alors les Ju 52, si vous êtes pilote de ligne d'aujourd'hui, imaginez-vous un petit peu le pilote de ligne de cette époque-là. Vous aviez une compagnie aérienne qui était l'Airbus 380 de l'époque, c'était ça. Et avec ça, par exemple, ils osaient faire des Berlin-Pékin. C'est pour ça que les pilotes suisses sont bons. C'est parce qu'ils ont appris à voler là-dessus. Donc, dans le ciel, Jean-Pierre Lafille à bord d'un Nord 3 Maxwell. Et donc, je ne connais pas vous savez tous, évidemment, je ne vous apprendrai rien, que Manama, qui, lors de la libération de Paris, s'était posé sur la place de la Concorde, dans le parc des Champs-Élysées, sur la place de la Concorde. C'est un phénoménal. Après la guerre, on en a récupéré quelques milliers qui
séché dans les parcs à ferraille. Et ils ont permis de... Et aujourd'hui, eh bien, le Cub est devenu l'avion classique avec un très majuscule par excellence. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Il paraît qu'il y a un certain moment où les Français ont été contents de voir des avions passer au-dessus de leur tête. Et donc ton avion, parce que la tradition était que chaque pilote baptisait son avion du nom qu'il voulait. Et donc ben, on avait dit à Westner, donc on dit qu'il est beau. Si l'avion a tendance à partir un peu à droite à gauche, je reconnais cette musique. 1900. Au passage, donc, un baptiste orange au soulèvement des problèmes par les c'est pas faire venir de gros avions, cette époque héroïque. En approche à droite, phare allumé, et il a une gueule. Il a une tête. Non, d'abord on dit bonjour. Oh, et je te le remue. On a pratiquement envahi un tiers de la Chine. Comment ? Cela dit, Hawaï est quand même à 10 000 km de Washington et donc sur l'archipel règne une ambiance qui n'a absolument pas. Les avions sont garés sur les aéroports, ils planifient, et quelques autres. Les avions de l'armée américaine aujourd'hui avec leurs bâches sur les cockpits et sont un peu coordonnés. On est encore une fois samedi matin. Ils se réveillent avec une gueule de bois, pour ceux qui sont sortis la veille. Tombant du ciel. Qui désormais pense que Pearl sera le détonateur qui va précipiter l'entrée des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale et donc ont changé totalement. Devant nous et qui symbolise la force d'attaque japonaise sont des avions qui ne sont pas tous décorés avec l'étoile rouge. Mais un petit moment de ciel de Pearl Harbor avec un T6 maquillé en zéro et de manière fort convaincante avec des disques vermelhs dans les ailes. Et il est attaqué par un T-40. Ce matin-là, il y a toute l'histoire dans la grande histoire, mais c'est ce qui donne un relais aux Japonais. Une attaque est en vol, mais ils sont qu'une poignée de P-40 à décoller. Faire une phase de tir et surtout pas deux. Surtout quand on est en bas qui lui tourne une pièce de 100 sous, et ben, le P-40 peut être utilisé correctement. On verra les héros japonais, mais on